Amadou Traoré descendit de son jet privé sur le petit aéroport régional de Sikasso, au Mali. À 52 ans, cet homme au costume sur mesure italien valait plusieurs milliards de francs CFA. Ses cheveux grisonnants soigneusement coiffés, ses lunettes de soleil de créateur et sa montre suisse qui coûtait le prix d'une maison témoignaient de sa réussite éclatante. Derrière lui, une équipe d'assistants, d'avocats et de gardes du corps formait un cortège impressionnant. 28 ans. Cela faisait 28 ans qu'Amadou n'avait pas remis les pieds dans cette région. 28 ans depuis qu'il avait fui son village natal de Koulala, un jeune homme de 24 ans désespéré, sans un sou en poche, abandonnant derrière lui une vie qu'il voulait oublier. Aujourd'hui, il revenait en conquérant, l'un des promoteurs immobiliers les plus prospères d'Afrique de l'Ouest. Le trajet en convoi de voitures luxueuses vers Koulala fut étrange pour Amadou. Les routes avaient été améliorées, mais le paysage restait familier. Les collines rougeâtres, les baobabs centenaires, les petits villages qui défilaient. Des souvenirs enfouis remontaient malgré lui à la surface, des images qu'il avait passé des décennies à refouler. Il se souvenait de ce jour fatidique, 28 ans plus tôt. Lui, jeune homme ambitieux mais sans ressources, était tombé amoureux de Fatoumata, une fille du village. Elle était belle, douce, mais pauvre comme lui. Quand elle lui avait annoncé qu'elle était enceinte, la panique l'avait saisi. Il n'avait rien à offrir, pas de travail stable, pas d'avenir visible. Sa propre famille vivait dans la misère. Alors, une nuit, il avait fait le choix le plus lâche de sa vie. Il avait pris le peu d'argent qu'il possédait et était monté dans un bus pour Abidjan, en Côte d'Ivoire. Il avait laissé un mot vague à sa mère, disant qu'il partait chercher du travail et qu'il reviendrait. Mais il n'avait jamais cherché à contacter Fatoumata. Jamais cherché à savoir si l'enfant était né. Mais c'est à vous de le prouver, pas avec de l'argent, mais avec votre présence. Cette nuit-là, Amadou prit une décision. Une décision qui changerait le reste de sa vie. 3 mois plus tard, le centre éducatif Fatoumata Coulibaly fut inauguré. C'était un magnifique bâtiment moderne avec des salles de classe lumineuses, une bibliothèque de 10 000 livres, un laboratoire informatique, un auditorium de 200 places. Le plus beau bâtiment à des kilomètres à la ronde. Toute la région se déplaça pour l'inauguration. Le gouverneur revint. Des journalistes de Bamako, même de Dakar. C'était un événement national. Amadou donna un discours émouvant sur l'importance de l'éducation, sur Fatoumata Coulibaly qui avait sacrifié sa vie pour que sa fille puisse apprendre. Ce centre n'est pas un monument à ma générosité, dit-il. C'est un monument à une mère courageuse, à toutes les mères qui se battent pour donner un avenir à leurs enfants. Dans la foule, Aminata écoutait, les larmes aux yeux. C'était la première fois qu'elle voyait Amadou depuis leur confrontation. Il avait maigri, vieilli semblait-il. Il y avait quelque chose de différent en lui. Après la cérémonie, alors que les gens visitaient le centre, Amadou s'approcha discrètement d'Aminata. « Je peux te parler 1 minute ?» Elle hésita, puis hocha la tête. Ils s'éloignèrent vers un coin tranquille. Amadou lui tendit une enveloppe. « Lis ceci quand tu seras seul. S'il te plaît. » Puis il s'éloigna avant qu'elle puisse répondre. Ce soir-là, dans sa maison, Aminata ouvrit l'enveloppe avec Moussa à côté d'elle. À l'intérieur, une longue lettre manuscrite. « Je ne sais pas si je peux t'appeler ma fille. Je n'ai pas mérité ce titre. Mais laisse-moi t'expliquer, non pour me justifier, mais pour que tu comprennes. Quand ta mère m'a dit qu'elle était enceinte, j'avais 24 ans et rien à offrir. Pas d'argent, pas de travail stable, pas les accolades. Mais il gardait une distance émotionnelle. Il était là pour affaire. Il avait organisé une grande cérémonie d'inauguration pour le lendemain, où il présenterait officiellement son projet. Le gouverneur de la région serait présent, ainsi que des journalistes. Ce serait un événement majeur. On lui proposa de séjourner dans la meilleure maison du village, celle d'un commerçant prospère. Amadou accepta, même s'il aurait préféré un hôtel en ville. Mais il fallait jouer le jeu, montrer qu'il n'oubliait pas ses racines, même si c'était faux. Le soir, installé dans une chambre simple mais propre, Amadou regardait par la fenêtre le village endormi. Des lampes à pétrole clignotaient ici et là. Peu de maisons avaient l'électricité. Il pensa brièvement à Fatoumata. Était-elle encore en vie? Avait-elle eu l'enfant? Une fille ou un garçon? Quel âge aurait-il ou elle maintenant? 27, 28 ans? Il secoua la tête, chassa ses pensées. C'était du passé. Il ne pouvait pas changer ce qui était fait. Et franchement, après tant d'années, quelle importance?
Il était devenu quelqu'un d'autre, un homme qui n'avait rien à voir avec le jeune villageois terrifié qui avait fui. Pourtant, cette nuit-là, Amadou dormit mal. Des rêves fragmentés le hantèrent, le visage de Fatoumata, jeune et souriante, puis vieille et triste, un bébé qui pleurait, des mains qui se tendaient vers lui dans l'obscurité. Le lendemain matin, Koulala était en effervescence. L'inauguration du projet d'Amadou Traoré était l'événement le plus important qu'avait connu le village depuis des décennies. Une grande tente blanche avait été dressée près du terrain où serait construit le complexe. Des chaises en plastique s'alignaient par centaines. Des bannières proclamaient « Koulala 2.0 », un avenir moderne avec Traoré Développement. Amadou, impeccable dans un costume bleu marine, accueillait les personnalités. Le gouverneur arriva dans une voiture officielle, accompagné de son cortège. Des hommes d'affaires de Bamako, des représentants du ministère, des journalistes avec leurs caméras, tous venaient voir le fils prodigue du village devenu milliardaire. La cérémonie commença à 10 heures du matin. Le chef du village prononça un discours de bienvenue, parlant avec émotion du retour d'Amadou. Nos enfants partent chercher fortune ailleurs, mais peu reviennent pour développer leur terre natale. Amadou est un exemple pour notre jeunesse. Amadou souriait, applaudissait au bon moment, mais intérieurement, il se sentait imposteur. Il n'était pas revenu par amour pour Koulala. Il était revenu parce que c'était rentable. Le gouverneur parla ensuite des opportunités de développement, des emplois que créerait le projet, de la modernisation de la région. Puis ce fut le tour d'Amadou. Il se leva sous les applaudissements, monta sur la petite estrade. Mesdames et messieurs, honorables invités, chers compatriotes de Koulala. Il commença son discours, bien rodé, parlant de vision, d'avenir, de progrès. Les gens l'écoutaient avec admiration. Cet homme qui avait grandi parmi eux était devenu si puissant, si éloquent. Pendant qu'il parlait, Amadou remarqua du mouvement à l'arrière de la tente. Un groupe de personnes arrivait en retard, visiblement pour un autre événement. Il continua son discours, mais son attention fut momentanément distraite par ce groupe. C'était manifestement un cortège de mariage traditionnel. Une mariée en tenue blanche ornée de broderies dorées, entourée de femmes en boubou festif, quelques hommes en costume traditionnel. Ils passaient près de la tente de l'inauguration, se dirigeant vers une autre partie du village. Et c'est pourquoi je suis fier d'investir 500 millions de francs CFA dans ce projet qui transformera Koulala. Le cortège nuptial s'arrêta un instant à la périphérie de la tente. Certaines femmes du mariage, curieuses, regardaient l'événement important qui se déroulait. La mariée elle-même tourna brièvement la tête vers la cérémonie d'inauguration. Amadou, depuis l'estrade, avait une vue panoramique. Son regard croisa fugitivement celui de la mariée. Elle était jeune, peut-être 27 ou 28 ans, belle dans sa tenue de mariage. Même à distance, il y avait quelque chose dans son visage. Créer plus de 200 emplois directs et indirects. Poursuivait-il automatiquement, son discours coulant de lui-même pendant que son esprit s'égarait. La mariée sourit à quelque chose qu'une de ses accompagnatrices venait de lui dire. Et dans ce sourire, même à cette distance, Amadou vit quelque chose qui lui glaça le sang. Au-dessus de son œil gauche, juste sous le sourcil, il y avait une petite cicatrice. Fine, discrète, mais visible quand elle souriait et que son visage s'animait. Une petite ligne blanche, peut-être de 2 centimètres. Le cœur d'Amadou manqua un battement. Ses mains se crispèrent sur le pupitre. Cette cicatrice, pas celle de la jeune femme. Mais son emplacement exact, sa forme. Parce qu'il en avait une identique. Exactement au même endroit. Au-dessus de son œil gauche. Amadou porta instinctivement sa main à son propre front, touchant machinalement la petite cicatrice qu'il avait depuis l'enfance. Il s'était blessé à 7 ans en tombant d'un arbre. La branche l'avait entaillé juste au-dessus du sourcil. La plaie avait laissé cette marque discrète qu'il portait depuis plus de 40 ans. Le maître de cérémonie le regardait avec inquiétude. Amadou s'était arrêté de parler au milieu d'une phrase. Un peu d'émotion. C'est bouleversant de revenir chez soi après tant d'années. Les gens applaudirent, pensant qu'il était ému par son retour. Amadou termina son discours en pilotage automatique, mais ses yeux cherchaient désespérément le cortège nuptial. Il s'était éloigné, disparaissant derrière les maisons. Cette cicatrice. Au même endroit exact. La même forme. Les cicatrices distinctives pouvaient être héréditaires dans leur emplacement? Non, c'était stupide. Mais les traits du visage, si. Et maintenant qu'il y repensait,
Le visage de cette jeune femme, il y avait quelque chose de familier. La forme des yeux. La ligne de la mâchoire. Mon Dieu! Était-ce possible? Après la cérémonie officielle, pendant que les invités se servaient au buffet, Amadou chercha discrètement le chef du village. Chef, le mariage qui se déroule aujourd'hui, qui est la mariée? Le vieil homme sourit. Ah, tu as vu? C'est une belle coïncidence, deux grands événements le même jour. C'est Aminata, la fille de Fatoumata Coulibaly. Le monde d'Amadou bascula, répéta-t-il, la gorge serrée. Oui, pauvre femme. Elle est morte il y a 3 ans. Maladie. Mais elle a bien élevé sa fille, malgré les difficultés. Aminata est institutrice. Elle se marie aujourd'hui avec un jeune homme bien, un comptable de Sikasso. Amadou sentit ses jambes flageoler. Il s'appuya discrètement contre un pilier de la tente. Fatoumata avait une fille. Oui, seulement Aminata. Elle l'a élevée seule, tu sais. Le père est parti avant même la naissance. Personne n'a jamais su qui c'était, Fatoumata a gardé le secret jusqu'à sa mort. Très digne, cette femme. Très courageuse aussi. Le chef du village continua à parler, mais Amadou n'entendait plus. Le bruit du buffet, les conversations, tout devenait un bourdonnement lointain. Fatoumata était morte. Il ne le saurait jamais. Il ne pourrait jamais lui parler, jamais s'excuser, jamais. Et Aminata, sa fille. C'était forcément sa fille. Les dates correspondaient parfaitement. 28 ans. Et cette cicatrice, ce visage qui lui rappelait quelque chose, c'était lui-même qu'il voyait en elle. Chef, où se déroule exactement la cérémonie de mariage? Oh, chez la tante d'Aminata, Mama Sanogo. C'est à 2 rues d'ici, vers l'est. La grande maison bleue. Tu ne peux pas la manquer, il y a de la musique et beaucoup de monde. Amadou passa le reste de la journée dans un état second. Il serra des mains, posa pour des photos, signa des documents, tout en pilote automatique. Son esprit était ailleurs, obsédé par une seule pensée. Cette jeune femme était sa fille, et elle se mariait aujourd'hui, sans savoir que son père était à quelques centaines de mètres. Que devait-il faire? Se présenter? Dire « Bonjour, je suis ton père qui a abandonné ta mère enceinte il y a 28 ans, félicitations pour ton mariage ?» C'était absurde. Cruel même. Surtout le jour de son mariage. Mais il devait la voir. Il devait en être sûr. En fin d'après-midi, quand les formalités officielles de l'inauguration prirent fin, Amadou prétexta une fatigue soudaine pour se retirer. Ses assistants s'inquiétèrent, mais il les renvoya, disant qu'il avait besoin de marcher seul dans le village pour se remémorer son enfance. Il se dirigea vers l'est, suivant les indications du chef. Effectivement, la musique traditionnelle et les rires guidèrent ses pas. Il arriva devant une grande concession familiale, une maison bleue entourée d'une cour où des dizaines de personnes célébraient. Amadou resta à l'extérieur, observant discrètement derrière un mur. Dans la cour, la fête battait son plein. Les griots chantaient, les femmes dansaient, les enfants couraient partout. Et au centre, assise sur un trône improvisé, la mariée, Aminata. Il pouvait mieux la voir maintenant. Elle était radieuse, souriante, entourée de ses amis qui la taquinaient et l'embrassaient. Son mari, un jeune homme à l'air sérieux et gentil, était assis à côté d'elle. Tenant sa main, Amadou étudia chaque détail du visage d'Aminata. Ses yeux en amande, comme ceux de Fatoumata. Mais aussi comme les siens. Son nez droit, son front haut. Oui, il voyait des ressemblances. Ou les imaginait-il parce qu'il voulait les voir? Puis elle rit à une blague, et de nouveau, son visage s'anima. La cicatrice au-dessus de l'œil gauche devint plus visible. Exactement comme la sienne. Une vieille femme sortit de la maison, portant un plateau de thé. Amadou la reconnut immédiatement malgré les années. Mama Sanogo, une voisine d'autrefois. C'était donc elle qui avait élevé Aminata avec Fatoumata. Amadou recula discrètement avant d'être vu. Il ne voulait pas perturber la fête. Pas aujourd'hui. Pas comme ça. Il erra dans le village jusqu'à la tombée de la nuit, ses pensées en tumulte. Il passa devant son ancienne maison familiale, maintenant occupée par d'autres. Il marcha jusqu'au vieux baobab où il jouait enfant. Tout lui revenait, son passé, ses choix, sa fuite. Finalement, il retourna à la maison où il logeait. Dans sa chambre, il demanda à un jeune homme du village de lui apporter des informations. « Dis-moi tout ce que tu sais sur Aminata Coulibaly. » Le jeune homme, flatté de servir le grand Amadou Traoré,
raconta avec enthousiasme. Aminata avait grandi pauvre, très pauvre. Sa mère Fatoumata lavait du linge pour survivre, et elle vivait dans une petite case à la périphérie du village. Aminata avait été une élève brillante malgré tout. Elle avait obtenu une bourse pour le lycée à Sikasso, puis avait étudié pour devenir institutrice. Elle était revenue enseigner à Koulala il y a 5 ans. Elle était appréciée de tous, patiente, gentille, dévouée. Son mari, Moussa Keita, était un bon homme qu'elle avait rencontré à Sikasso. Ils s'étaient fréquentés 3 ans avant de décider de se marier. Fatoumata, sa mère, était morte d'un cancer 3 ans plus tôt. Elle n'avait jamais révélé qui était le père d'Aminata. Certains villageois murmuraient que c'était peut-être un homme marié, ou quelqu'un qui était parti loin. Mais personne ne savait vraiment. Aminata a toujours dit qu'elle ne cherchait pas son père, ajouta le jeune homme. Elle disait que sa mère avait été suffisante, qu'elle n'avait besoin de personne d'autre. Ces mots transpercèrent Amadou comme une lame. Cette nuit-là, allongé dans le noir, Amadou pleura pour la première fois depuis des décennies. Des larmes silencieuses coulèrent sur son visage d'homme puissant et respecté. Il pleurait sur Fatoumata qui avait élevé seule leur fille dans la pauvreté. Il pleurait sur Aminata qui avait grandi sans père. Il pleurait sur lui-même, sur le lâche qu'il avait été, sur toutes ces années perdues. Il aurait pu avoir une fille magnifique. Il aurait pu être grand-père peut-être un jour. Il aurait pu être aimé, faire partie d'une vraie famille. Au lieu de ça, il avait de l'argent. Des millions. Des milliards même. Et il était profondément, terriblement seul. Les jours suivants, Amadou resta à Koulala sous prétexte de superviser le début des travaux. Mais sa vraie motivation était Aminata. Il apprit qu'après la lune de miel de quelques jours à Bamako, elle reviendrait avec son mari pour s'installer dans une petite maison qu'ils avaient louée au village. Moussa avait obtenu un poste de comptable dans une ONG locale. Amadou observait de loin, obsédé. Il passa devant l'école où Aminata enseignait. Il vit la petite maison qu'elle allait habiter. Il posa des questions discrètes à différents villageois, rassemblant des bribes d'informations sur la vie de sa fille. Et elle apprit qu'elle aimait la lecture, qu'elle organisait bénévolement des cours d'alphabétisation pour les femmes du village le soir, qu'elle rêvait d'ouvrir une bibliothèque pour les enfants, qu'elle chantait dans la chorale de l'église le dimanche. Chaque détail était un coup au cœur. Il avait raté tout cela. Toute une vie. Un après-midi, alors qu'il marchait près du marché, il vit une vieille femme assise sous un auvent, vendant des tissus. C'était Mama Sanogo, la tante qui avait aidé à élever Aminata. Amadou s'approcha, feignant d'examiner les tissus. « Vous avez de beaux boubous, Mama, dit-il poliment. La vieille femme le regarda, plissant les yeux. « Je t'ai reconnu lors de la cérémonie. Tu es devenu quelqu'un d'important. Vous me connaissez. J'ai connu ta mère. Et j'ai connu Fatoumata aussi. » Il y avait quelque chose dans son ton. Une connaissance. Une accusation peut-être. Amadou hésita, puis s'assit près d'elle. « Mama Sanogo, puis-je vous poser une question indiscrète ? » « Tu peux poser. Je ne promets pas de répondre. » Fatoumata, son enfant, qui était le père. La vieille femme le fixa longuement. Ses yeux noirs semblaient lire au plus profond de son âme. « Pourquoi cette question t'intéressait-elle après tant d'années, Amadou ? » J'ai vu la jeune femme à son mariage. Elle a une cicatrice au-dessus de l'œil. Comme moi. Le silence s'étira. Fatoumata n'a jamais dit le nom. Jamais. Même à moi, et j'étais sa confidente. Mais une femme sait. Une femme devine. Que devinez-vous, Mama ? Que l'homme qui l'a laissée enceinte est parti loin il y a 28 ans. Qu'il n'a jamais cherché à savoir si elle allait bien, si l'enfant était né. Qu'il a choisi sa liberté plutôt que sa responsabilité. Les mots étaient des pierres jetées, chacun un poids sur la conscience d'Amadou. Si cet homme, si c'était moi, que devrais-je faire maintenant ? Maintenant ? 28 ans trop tard ? Qu'est-ce que tu peux faire, Amadou ? Aminata est mariée, heureuse. Elle a construit sa vie sans toi. Fatoumata est morte, emportant son secret et sa douleur dans la tombe. Je pourrais l'aider. Je suis riche. Je pourrais financer ses projets, la bibliothèque dont elle rêve, améliorée, humble et discrète, serait immortalisée dans le plus beau bâtiment du village. Lorsque la nouvelle parvint à Aminata, elle fut bouleversée. Elle vint personnellement remercier Amadou, accompagnée de son mari Moussa. Ce fut la première fois qu'Amadou se retrouva face à face avec sa fille, à quelques mètres seulement. « Monsieur Traoré, dit Aminata,
les yeux brillants de larmes. Je ne sais pas pourquoi vous honorez ainsi la mémoire de ma mère, mais cela signifie le monde pour moi. Elle aurait été si fière. Amadou la regardait, buvant chaque détail de son visage. De près, les ressemblances étaient encore plus frappantes. Cette cicatrice, ce regard, cette façon de pencher légèrement la tête. Votre mère a élevé une fille remarquable, dit-il doucement. C'est elle qui mérite d'être honorée, pas moi. Vous l'avez connue? Demanda Aminata avec curiosité. Autrefois. Il y a très longtemps. Nous étions jeunes. Il ne pouvait pas en dire plus sans se trahir. Aminata sourit, ce sourire qui rendait la cicatrice visible. Elle ne parlait jamais beaucoup du passé. Elle disait toujours que l'important était le présent et l'avenir. Même morte, elle protégeait son secret, protégeait sa fille. Monsieur Traoré, intervint Moussa, le mari. Nous aimerions vous inviter à dîner chez nous, pour vous remercier correctement. Amadou voulait refuser, mais il ne put pas. L'opportunité de passer du temps avec Aminata, de la connaître un peu. Ce serait un honneur, accepta-t-il. Le dîner eut lieu quelques jours plus tard dans la modeste maison d'Aminata et Moussa. Amadou y alla seul, laissant son cortège habituel derrière lui. Il portait des vêtements simples, essayant de ne pas paraître trop ostentatoire. La maison était petite mais impeccable. Des rideaux colorés, quelques meubles simples, des livres partout. Sur un mur, des photos encadrées. Amadou reconnut Fatoumata dans certaines, plus âgée que dans ses souvenirs. Le visage marqué par les épreuves mais toujours belle. Aminata avait préparé un repas traditionnel, riz au gras, poulet yassa, salade. Le parfum rappela à Amadou des souvenirs d'enfance, quand sa propre mère cuisinait les mêmes plats. Pendant le dîner, ils parlèrent de tout. Moussa raconta comment il avait rencontré Aminata à Sikasso, comment il avait été intimidé par son intelligence et sa gentillesse. Aminata riait, racontait des anecdotes sur ses élèves. Ils sont adorables mais épuisants, dit-elle. Hier, un petit garçon m'a demandé pourquoi le ciel était bleu. J'ai essayé d'expliquer scientifiquement, et il m'a dit que son grand-père lui avait dit que c'était la couleur préférée de Dieu. Comment compétitionner avec ça? Amadou rit, un rire sincère qu'il n'avait pas eu depuis longtemps. Cette jeune femme était lumineuse, pleine de vie, d'humour, d'intelligence. Vous avez toujours voulu être institutrice? Demanda-t-il. Toujours. Ma mère m'a transmis l'amour de l'éducation. Elle-même n'avait pas pu aller loin à l'école, mais elle voulait que j'apprenne. Elle économisait chaque franc pour mes cahiers, mes livres. Elle disait toujours, l'éducation est la seule richesse qu'on ne peut pas te voler. La voix d'Aminata se brisa légèrement. Moussa lui prit la main avec tendresse. Elle vous manque beaucoup, dit Amadou doucement. Chaque jour. Surtout maintenant. Elle aurait tant aimé voir mon mariage, connaître Moussa, voir le centre éducatif qui portera son nom. Aminata essuya une larme. Ne vous excusez pas. C'est l'amour que vous lui portez qui parle. Aminata le regarda avec gratitude. Monsieur Traoré, puis-je vous poser une question personnelle? Amadou sentit son cœur s'accélérer. Bien sûr. Pourquoi ce centre? Pourquoi le nom de ma mère? Vous dites que vous l'avez connu autrefois, mais il doit y avoir plus. Personne n'investit autant en mémoire d'une simple connaissance. Amadou choisit ses mots avec soin, marchant sur une corde raide entre vérité et mensonge. J'ai connu votre mère quand nous étions jeunes. Elle était spéciale. Gentille, intelligente, belle. Puis je suis parti chercher fortune ailleurs. Quand je suis revenu et que j'ai appris qu'elle était décédée, que vous aviez grandi dans la difficulté, j'ai ressenti le besoin de faire quelque chose. Peut-être pour honorer la mémoire de cette époque, de cette fille que j'avais connue. Ce n'était pas exactement la vérité, mais ce n'était pas tout à fait un mensonge non plus. Aminata hocha lentement la tête. Vous l'aimiez? La question directe le prit au dépourvu. Oui. D'une certaine manière. Mais j'étais jeune, stupide. Je ne savais pas ce que j'avais jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Elle a eu le cœur brisé, je crois, dit Aminata pensivement. Elle n'a jamais parlé de mon père, mais parfois, je la surprenais à regarder la route qui mène hors du village, comme si elle attendait quelqu'un qui ne reviendrait jamais. Chaque mot était un coup de poignard dans le cœur d'Amadou. Votre père, elle ne vous a jamais rien dit sur lui. Aminata secoua la tête. Rien. Quand j'étais petite, je lui posais des questions. Elle me disait seulement qu'il était parti avant ma naissance,
qu'il ne savait probablement même pas que j'existais. Elle refusait de dire si c'était vrai ou si elle le protégeait. Et vous ne lui en voulez pas? À ce père absent. Aminata réfléchit un moment. J'ai eu des phases. Enfant, je fantasmais qu'il était un prince qui reviendrait nous sauver. Adolescente, je le haïssais pour nous avoir abandonnés. Maintenant. Elle haussa les épaules. Maintenant, je pense qu'il a fait un choix. Peut-être était-il terrifié, peut-être immature. Qui sait? Mais ma mère a fait le choix de me garder, de m'élever seule. C'est son courage à elle qui compte, pas sa lâcheté à lui. Vous êtes très sage, murmura Amadou. Non, juste réaliste. On ne peut pas forcer quelqu'un à être parent. Soit il le veut, soit non. Mon père a choisi non. Sa perte, pas la mienne. J'ai eu une mère extraordinaire. Ça me suffit. Moussa sourit fièrement à sa femme. C'est ce que j'admire le plus chez Aminata. Sa capacité à transformer les blessures en force. Après le dîner, Aminata montra à Amadou quelques photos de famille. Fatoumata jeune, tenant un bébé, Aminata. Fatoumata plus âgée, les mains usées par le travail, mais souriant à côté d'Aminata en uniforme scolaire. Aminata recevant son diplôme d'institutrice, Fatoumata dans la foule, applaudissant avec fierté. C'est l'une des dernières photos avant qu'elle tombe malade, dit Aminata en touchant tendrement le cadre. Elle était si fière ce jour-là. Amadou observait Fatoumata sur ses photos. Les années avaient été dures avec elle, mais il y avait quelque chose dans ses yeux, une dignité, une force qui le bouleversait. Elle était belle, dit-il doucement. Oui. De l'intérieur surtout. Puis Aminata sortit une petite boîte en bois. Elle m'a laissé ça avant de mourir. Quelques souvenirs. Elle ouvrit la boîte. Il y avait un vieux bracelet, des lettres jaunies d'amis d'enfance, et une photo. Noir et blanc, cornée par le temps. Deux jeunes gens souriant à la caméra. Fatoumata, peut-être 19 ans, magnifique. Et à côté d'elle, lui. Amadou. À 24 ans. C'était une photo prise lors d'une fête du village, quelques mois avant qu'il parte. Il l'avait complètement oublié. C'est ma mère jeune, dit Aminata, montrant la photo. Je ne sais pas qui est le garçon avec elle. Elle n'a jamais voulu me dire. Amadou ne pouvait pas détacher ses yeux de la photo. Fatoumata l'avait gardée. Pendant 28 ans. À travers toutes les épreuves, la pauvreté, l'humiliation, elle avait gardé cette photo. Puis-je la voir de plus près? Demanda-t-il, la voix tremblante. Aminata lui tendit la photo. Amadou la prit, ses mains tremblant légèrement. Il regarda le jeune homme qu'il était, insouciant, souriant, le bras autour de Fatoumata. Il ne savait pas alors qu'elle était déjà enceinte. Il ne savait pas que quelques semaines plus tard, il fuirait comme un lâche. Ça va, monsieur Traoré? Demanda Moussa, remarquant sa pâleur. Oui, pardon. C'est juste, l'émotion de voir ses souvenirs. Votre village, le passé. Il rendit la photo à Aminata, mais l'image était gravée dans son esprit. Les semaines passèrent. Amadou restait à Koulala bien plus longtemps que prévu, supervisant personnellement chaque détail de la construction du centre éducatif Fatoumata Coulibaly. Ses associés à Abidjan et Bamako s'inquiétaient, ne comprenant pas pourquoi leur PDG s'attardait dans ce petit village. Mais Amadou ne pouvait pas partir. Chaque jour, il trouvait une excuse pour voir Aminata. Il la consultait sur les plans de la bibliothèque, lui demandant quel livre serait utile. Il visitait son école, observant discrètement comment elle enseignait avec patience et passion. Il apprit à la connaître par bribes. Elle aimait la poésie de Léopold Sédar Senghor. Elle rêvait un jour d'écrire un livre pour enfants. Elle voulait avoir 3 enfants, peut-être 4. Elle adorait les mangues mais était allergique aux noix de cajou. Elle chantait faux mais avec enthousiasme. Chaque détail le remplissait d'une joie amère. C'était sa fille. Sa fille extraordinaire. Et il ne pouvait pas le lui dire. Il commença aussi à aider discrètement. L'école d'Aminata reçut soudainement une donation anonyme pour de nouveaux manuels scolaires. La maison qu'elle louait avec Moussa fut mystérieusement rénovée par le propriétaire qui avait soi-disant reçu de l'argent d'un parent éloigné. Le vieux vélo d'Aminata fut remplacé par un neuf, livré avec un mot. Pour l'institutrice qui inspire notre village. Aminata était perplexe mais reconnaissante. Elle ne savait pas que derrière chaque cadeau, il y avait son père, essayant désespérément de compenser 28 ans d'absence. Un jour, alors qu'Amadou inspectait le chantier du centre éducatif,
Aminata vint le voir. Monsieur Traoré, puis-je vous parler? Bien sûr, Aminata. Qu'y a-t-il? Elle hésita, puis dit. J'ai découvert que vous êtes derrière toutes ces donations anonymes. Le propriétaire de notre maison a fini par avouer. Pourquoi faites-vous tout cela? Amadou se sentit pris au piège. Je veux juste aider le village. Non. C'est plus que ça. Vous m'aidez moi spécifiquement. Les livres sont exactement ceux dont j'avais besoin. La rénovation de la maison a été faite selon des critères que seul quelqu'un qui me connaît aurait pu suggérer. Monsieur Traoré, quelle est votre relation avec ma famille? Amadou la regarda longuement. Le moment de vérité approchait, inévitable. Marchons un peu, dit-il. Ils s'éloignèrent du chantier, marchant vers le vieux fromager au centre du village. Amadou cherchait ses mots, sachant qu'il ne pouvait plus mentir, mais terrifié par les conséquences de la vérité. Aminata, il y a des choses dans la vie que nous regrettons profondément. Des choix que nous voudrions défaire mais que nous ne pouvons pas. Je vous écoute. Votre mère et moi, nous étions plus que de simples connaissances. Nous nous aimions. Enfin, elle m'aimait sûrement plus que je ne le méritais. Aminata s'arrêta de marcher, le regardant intensément. Continuous. J'avais 24 ans. J'étais ambitieux, stupide, égoïste. Quand elle m'a dit qu'elle était enceinte, j'ai paniqué. Au lieu d'assumer mes responsabilités, j'ai fui. Je suis parti pour la Côte d'Ivoire et je ne suis jamais revenu. Je n'ai jamais cherché à savoir si l'enfant était né, si elle allait bien. J'ai juste disparu. Le visage d'Aminata se figea. Elle comprenait, mais ne voulait pas y croire. Non, murmura-t-elle. Non, vous n'êtes pas en train de me dire que... Je suis désolée, Aminata. Je suis tellement désolée. Je suis ton père. Le silence qui suivit fut assourdissant. Aminata le fixait, les yeux écarquillés, la bouche entr'ouverte. Puis elle secoua la tête. Non. Non, vous ne pouvez pas. Pas maintenant. Pas comme ça. Aminata. Yeah. Vous revenez après 28 ans, après que ma mère soit morte en se tuant au travail pour m'élever. Après que j'ai grandi en me demandant pourquoi mon père ne m'aimait pas assez pour rester. Des larmes coulaient sur ses joues, mais sa voix était furieuse. Je n'ai jamais dit que je ne t'aimais pas. Vous ne m'avez jamais connu. Comment pourriez-vous m'aimer? Vous ne savez même pas qui je suis. C'est pour ça que je suis restée. Pour apprendre à te connaître. Pour essayer de réparer. Vous ne pouvez pas réparer 28 ans avec de l'argent et des bâtiments. Ma mère est morte, monsieur Traoré. Elle ne verra jamais votre centre éducatif. Elle ne saura jamais que vous êtes revenu. Elle est partie en croyant que vous nous aviez oubliés. Je ne vous ai jamais oublié. Pas vraiment. J'ai été lâche. Et vous croyez que ça excuse quelque chose? Que votre richesse efface votre lâcheté? Amadou baissa la tête. Non. Rien ne peut excuser ce que j'ai fait. Mais je voulais que tu saches. Je voulais être dans ta vie, d'une manière ou d'une autre. Pourquoi maintenant? Pourquoi pas il y a 10 ans, quand ma mère était encore en vie et qu'elle aurait pu voir que vous vous souciez? Pourquoi pas il y a 5 ans, quand elle luttait contre le cancer et que nous n'avions pas d'argent pour les traitements? Pourquoi maintenant, quand c'est trop tard pour tout? Amadou n'avait pas de réponse. Parce que c'était la vérité. Il était trop tard. Trop tard pour Fatoumata, trop tard pour être un vrai père, trop tard pour tout ce qui aurait pu compter. Je t'ai vu le jour de ton mariage, dit-il doucement. J'ai vu la cicatrice au-dessus de ton œil. Comme la mienne. J'ai su à ce moment-là. Et je n'ai pas pu partir sans te connaître. Aminata toucha instinctivement sa cicatrice, celle qu'elle avait depuis l'enfance après être tombée exactement comme lui. Une cicatrice, dit-elle amèrement. C'est tout ce que vous m'avez donné. Même ça, c'est par hasard génétique, pas par choix. Aminata, s'il te plaît. Non. Ne m'appelez pas comme ça. Vous n'avez pas le droit. Un père, ce n'est pas celui qui donne la vie. C'est celui qui est là. Qui élève. Qui aime. Ma mère a été mon père et ma mère. Vous êtes juste, un étranger riche qui partage quelques gènes avec moi. Elle recula, mettant de la distance entre eux. Je vous remercie pour le centre éducatif. Au nom de ma mère, au nom du village. Mais je ne veux pas de votre argent personnel. Je ne veux pas de votre pitié. Et je ne veux pas d'un père fantôme qui apparaît quand ça l'arrange. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Demanda Amadou, désespéré.
Ce que vous auriez dû faire il y a 28 ans. Disparaître. Mais cette fois, ne revenez pas. Sur ces mots, Aminata tourna les talons et s'éloigna rapidement, laissant Amadou seul sous le fromager. Amadou resta plusieurs minutes immobile, regardant Aminata disparaître entre les maisons. Puis il s'assit lourdement au pied de l'arbre, la tête entre les mains. Des villageois passaient, le saluaient respectueusement, mais il ne répondait pas. Le grand Amadou Traoré, l'homme qui valait des milliards, pleurait comme un enfant sous un arbre. Il avait tout gâché. Encore. Comme il y a 28 ans. Il aurait dû écouter Mama Sanogo. Il aurait dû garder le secret, aider anonymement, ne jamais révéler la vérité. Mais il avait été égoïste, encore une fois. Il avait voulu qu'elle sache, qu'elle le reconnaisse, qu'elle lui pardonne peut-être. Mais le pardon ne se commande pas. Surtout pas. Quand le mal est si profond, si ancien. Ce soir-là, Mama Sanogo vint le voir dans sa chambre. Elle frappa doucement à la porte. « Je peux entrer ?» Amadou hocha la tête. Il était assis près de la fenêtre, fixant l'obscurité. La vieille femme s'assit près de lui. « Aminata est venue me voir. Elle m'a tout raconté. Je suis désolée. Je ne voulais pas la blesser. Mais tu l'as fait. Parce que tu as pensé à toi, pas à elle. Tu voulais soulager ta conscience, pas son cœur. Vous avez raison. Comme toujours, Fatoumata me l'avait dit, tu sais. Juste avant de mourir. » Amadou se tourna vivement vers elle. « Quoi ? Que tu étais le père d'Aminata. Elle me l'a avoué sur son lit de mort. Elle m'a fait promettre de ne jamais le dire à Aminata, sauf si tu revenais et que tu voulais vraiment être un père. Et, qu'a-t-elle dit d'autre ? Qu'elle ne te haïssait pas. Qu'elle comprenait que tu avais eu peur. Mais qu'elle était contente que tu sois parti. » Amadou était stupéfait. « Oui. Parce que si tu étais resté par obligation, par devoir, tu aurais été un père malheureux, amer. Et Aminata aurait grandi en se sentant comme un fardeau. Fatoumata préférait t'élever seule avec amour plutôt que t'avoir ensemble dans le ressentiment. » Les larmes coulaient de nouveau sur le visage d'Amadou. « Elle était trop bonne pour moi. Je ne le méritais pas. » « Non, tu ne le méritais pas. Mais la vie n'est pas une question de mérite, Amadou. C'est une question de choix. Et maintenant, tu dois faire le bon choix. » « Lequel ? » Respecter le souhait d'Aminata. La laisser tranquille. Finir ton centre éducatif pour honorer Fatoumata, puis partir. Retourner à ta vie. Laisser Aminata vivre la sienne. Mais je viens juste de la retrouver. Tu ne l'as jamais eue pour la perdre, Amadou. Elle n'est pas à toi. Elle est à elle-même, à Moussa, aux enfants qu'ils auront. Ton rôle dans son histoire est terminé depuis 28 ans. N'essaie pas de réécrire ce qui est déjà écrit. Les jours suivants furent les plus difficiles de la vie d'Amadou. Il supervisa la fin de la construction du centre éducatif, mais son cœur n'y était plus. Il voyait Aminata de loin parfois, à l'école, au marché. Elle l'évitait soigneusement. Moussa vint le voir un après-midi. Le jeune homme était nerveux mais déterminé. « Monsieur Traoré, je dois vous parler. »« Je t'écoute, Moussa. »« Aminata m'a tout raconté. Je sais que vous êtes son père biologique. » Amadou hocha la tête, attendant le jugement. « Je ne vous connais pas assez pour vous juger sur vos choix d'il y a 28 ans. Mais je connais ma femme. Elle est forte, mais cette révélation l'a brisée. Pas parce qu'elle vous déteste, mais parce qu'elle ressent quelque chose pour vous et qu'elle a peur de ses sentiments. » « Comment ça ? » Elle a passé sa vie à prétendre qu'elle n'avait pas besoin de père. Mais c'était un mensonge pour se protéger. Maintenant que vous êtes là, réel, tangible, elle ne sait pas comment gérer ça. Elle a peur de vous laisser entrer dans sa vie et que vous partiez encore. Je ne partirai pas. Pas maintenant. Mais vous partirez un jour. Votre vie est ailleurs. Et c'est ça qui la terrifie. Être abandonné une deuxième fois. Amadou n'avait pas envisagé les choses sous cet angle. Que devrais-je faire alors ? Moussa réfléchit un moment. Soyez honnête avec elle et avec vous-même. Si vous voulez vraiment être dans sa vie, pas par culpabilité mais par amour, alors battez-vous pour ça. Prouvez que vous êtes là pour rester. Mais si vous faites ça juste pour apaiser votre conscience avant de retourner à votre empire, alors partez maintenant. Ne lui donnez pas d'espoir pour le lui arracher ensuite. Le jeune homme se leva pour partir, puis ajouta, « Pour ce que ça vaut, monsieur Traoré, je pense que vous êtes un homme bon qui a fait un mauvais choix il y a longtemps. Les gens changent. Peut-être que vous avez changé aussi.
Mais c'est à vous de le prouver, pas avec de l'argent, mais avec votre présence. Cette nuit-là, Amadou prit une décision. Une décision qui changerait le reste de sa vie. 3 mois plus tard, le centre éducatif Fatoumata Coulibaly fut inauguré. C'était un magnifique bâtiment moderne avec des salles de classe lumineuses, une bibliothèque de 10 000 livres, un laboratoire informatique, un auditorium de 200 places. Le plus beau bâtiment à des kilomètres à la ronde. Toute la région se déplaça pour l'inauguration. Le gouverneur revint. Des journalistes de Bamako, même de Dakar. C'était un événement national. Amadou donna un discours émouvant sur l'importance de l'éducation, sur Fatoumata Coulibaly qui avait sacrifié sa vie pour que sa fille puisse apprendre. Ce centre n'est pas un monument à ma générosité, dit-il. C'est un monument à une mère courageuse, à toutes les mères qui se battent pour donner un avenir à leurs enfants. Dans la foule, Aminata écoutait, les larmes aux yeux. C'était la première fois qu'elle voyait Amadou depuis leur confrontation. Il avait maigri, vieilli semblait-il. Il y avait quelque chose de différent en lui. Après la cérémonie, alors que les gens visitaient le centre, Amadou s'approcha discrètement d'Aminata. « Je peux te parler 1 minute ?» Elle hésita, puis hocha la tête. Ils s'éloignèrent vers un coin tranquille. Amadou lui tendit une enveloppe. « Lis ceci quand tu seras seul. S'il te plaît. » Puis il s'éloigna avant qu'elle puisse répondre. Ce soir-là, dans sa maison, Aminata ouvrit l'enveloppe avec Moussa à côté d'elle. À l'intérieur, une longue lettre manuscrite. « Ma chère Aminata. Je ne sais pas si je peux t'appeler ma fille. Je n'ai pas mérité ce titre. Mais laisse-moi t'expliquer, non pour me justifier, mais pour que tu comprennes. Quand ta mère m'a dit qu'elle était enceinte, j'avais 24 ans et rien à offrir. Pas d'argent, pas de travail stable, pas d'avenir. J'ai paniqué. Dans ma lâcheté, je me suis convaincue qu'elle serait mieux sans moi. Que l'enfant serait mieux sans un père raté. C'était un mensonge que je me racontais pour justifier ma fuite. La vérité est que j'avais peur. Peur de l'échec. Peur de la responsabilité. Peur de ne pas être à la hauteur. Alors je suis partie. Et pendant 28 ans, j'ai construit un empire. J'ai gagné plus d'argent que je ne pourrais jamais dépenser. J'ai été admirée, respectée, enviée. Mais j'ai été profondément, terriblement seule. Quand je t'ai vu le jour de ton mariage, quand j'ai vu cette cicatrice, notre cicatrice, quelque chose s'est brisé en moi. Ou plutôt, quelque chose s'est réveillé. J'ai réalisé que toute ma richesse ne valait rien comparé à ce que j'avais perdu. J'ai perdu les premiers pas. Les premiers mots. Les genoux écorchés que j'aurais dû soigner. Les cauchemars dont j'aurais dû te protéger. Les bulletins scolaires que j'aurais dû célébrer. La cérémonie de remise de diplôme où j'aurais dû applaudir. J'ai raté une vie entière. Ta vie. Et pire encore, j'ai raté la chance de soutenir ta mère, cette femme extraordinaire qui t'a donné tout ce que je n'ai pas pu donner. Qui t'a aimé assez pour 2 parents. Mama Sanogo m'a dit que ta mère ne me haïssait pas. Qu'elle comprenait. C'est plus que je ne mérite. Ta mère était meilleure que moi d'une manière que je ne pourrai jamais égaler. Après notre conversation, j'ai beaucoup réfléchi. Moussa est venu me voir. Il m'a dit des choses qui m'ont fait réaliser quelque chose d'important. Je ne peux pas racheter 28 ans perdus. Je ne peux pas ramener ta mère. Je ne peux pas effacer la douleur que mon absence a causée. Mais je peux faire un choix maintenant. Le même choix que j'aurais dû faire il y a 28 ans. Je peux rester. J'ai vendu mon entreprise à Abidjan. J'ai transféré toutes mes opérations ici, au Mali. J'ai acheté une petite maison à Koulala, pas un palais, juste. Une maison simple où je peux vivre près de toi. Je ne te demande pas de m'appeler papa. Je ne te demande pas de me pardonner. Je ne te demande même pas de me laisser entrer dans ta vie. Je te demande seulement la permission d'être là. En périphérie si nécessaire. Un visage familier que tu croises au marché. Quelqu'un qui viendra au spectacle de l'école. Qui applaudira quand ton premier enfant naîtra. Qui sera là, silencieusement, prouvant par ma présence ce que je n'ai pas pu prouver par mon absence. Je ne suis plus jeune. Il me reste peut-être 20, 30 ans si j'ai de la chance. Je veux passer ces années ici, à réparer ce qui peut l'être, à construire ce qui peut encore l'être. Pas pour moi, mais pour ta mère, qui a mérité mieux que ce qu'elle a eu. Et pour toi, qui a le droit de décider si un père peut se racheter. Je serai à Koulala. Aujourd'hui, demain, aussi longtemps que je vivrai. Si tu veux me voir, tu sauras où me trouver. Si tu ne veux pas,
Je respecterai ça aussi. Mais je serai là. Enfin. Tard, beaucoup trop tard. Mais là. Ton père qui ne le mérite pas encore. Aminata finit de lire, les joues trempées de larmes. Moussa la serrait contre lui. Qu'est-ce que tu vas faire? Demanda-t-il doucement. Je ne sais pas, murmura-t-elle. Je ne sais vraiment pas. Amadou tint parole. Il s'installa dans une petite maison à Koulala, une maison modeste à 2 chambres près de l'école. Ses anciens associés pensaient qu'il était devenu fou. Abandonner un empire pour vivre dans un village? Mais Amadou savait ce qu'il faisait. Pour la première fois de sa vie, il faisait le bon choix. Il s'intégra doucement dans la vie du village. Il finançait discrètement des projets communautaires. Il employait des jeunes du village dans la gestion du centre éducatif. Il s'asseyait sous le fromager avec les anciens, écoutant leurs histoires. Mais il ne cherchait pas Aminata. Les premières semaines, il la croisait parfois. Elle détournait le regard, pressait le pas. Il ne la suivait pas, ne l'appelait pas. Il se contentait de continuer son chemin. 1 mois passa. 2 mois. 3. Puis un jour, au marché, leurs regards se croisèrent. Aminata ne détourna pas les yeux immédiatement. Elle le fixa quelques secondes, puis hocha légèrement la tête avant de partir. C'était un début. Minuscule, mais un début. Au bout de 6 mois, Aminata commença à venir au centre éducatif pour emprunter des livres pour sa classe. Amadou y était souvent, organisant la bibliothèque, aidant les élèves. Ils ne se parlaient pas, mais ils partageaient le même espace. Un jour, Aminata ne trouva pas un livre dont elle avait besoin. Amadou, qui l'avait vu chercher, s'approcha. Le livre sur la photosynthèse pour les enfants. Elle sursauta, surprise qu'il ait deviné. Oui, comment? Je t'ai vu parcourir cette section. Je coordonne la bibliothèque, je commence à reconnaître les habitudes des enseignants. Il marqua une pause. Il est en réservation pour une autre classe jusqu'à demain. Mais j'en ai commandé 3 exemplaires supplémentaires. Ils arriveront la semaine prochaine. Oh, merci. Un silence embarrassé s'installa. Comment vont tes élèves? Demanda-t-il prudemment. Aminata hésita, puis répondit. Bien. Nous préparons un spectacle sur les plantes pour la fin du trimestre. D'où le besoin du livre. Ça a l'air intéressant. Oui. Ils sont enthousiastes. Un autre silence. Puis Aminata dit doucement, j'ai lu ta lettre. Plusieurs fois. Le cœur d'Amadou bondit. Et je ne sais toujours pas quoi en penser. C'est compliqué. Prends tout le temps dont tu as besoin. Je ne vais nulle part. Aminata le regarda intensément. Tu es vraiment resté. J'ai cru que tu partirais après quelques semaines. Je t'ai dit que je resterais. Je tiens mes promesses maintenant. Même si je ne l'ai pas toujours fait. Elle hocha la tête lentement, puis s'éloigna sans rien ajouter. Mais la glace était brisée. Les mois suivants virent une lente, très lente évolution. Aminata et Amadou commencèrent à échanger quelques mots quand ils se croisaient. Des conversations brèves, superficielles, mais polies. Bonjour, monsieur Traoré. Bonjour, Aminata. Belle journée. Oui. À bientôt. Puis, progressivement, les conversations s'allongèrent. Aminata lui posa des questions sur le fonctionnement du centre. Amadou lui demanda conseil sur quels programmes éducatifs développer. Un jour, 8 mois après la révélation, Aminata l'invita, avec Moussa, à assister au spectacle de fin d'année de ses élèves. Amadou arriva tôt, s'assit au fond de l'auditorium. Il regarda les enfants chanter et danser, réciter des poèmes sur les plantes, présenter des dessins. Et il regarda Aminata, rayonnante de fierté pour ses élèves. Après le spectacle, alors que les parents félicitaient leurs enfants, Aminata s'approcha d'Amadou. « Merci d'être venu. Merci de m'avoir invité. C'était magnifique. Tes élèves t'adorent. Ils sont extraordinaires. » Elle hésita, puis ajouta. « Ma mère aurait été fière de les voir. Elle croyait que l'éducation pouvait changer le monde. Elle avait raison. Et tu continues son œuvre. » Aminata le regarda avec une émotion qu'il ne put déchiffrer. « Veux-tu venir dîner chez nous demain soir? Rien de formel. Juste un repas. » Le cœur d'Amadou manqua un battement. « J'aimerais beaucoup. Merci. » Le dîner fut moins tendu que le premier, 1 an plus tôt. Ils parlèrent du centre, du village, de la croissance de Koulala qui devenait peu à peu une petite ville.
Moussa raconta des anecdotes amusantes sur son travail à l'ONG. Puis, pendant qu'il prenait le thé, Aminata posa la question qui la hantait. Pourquoi maintenant, vraiment? Pourquoi ce changement radical de vie? Amadou prit le temps de réfléchir avant de répondre. Parce que j'ai réalisé que j'avais passé 28 ans à fuir. À construire des murs de richesse et de succès pour ne pas affronter ce que j'avais fait. Puis je t'ai vu, et ces murs se sont effondrés. J'ai compris que je pouvais continuer à fuir jusqu'à ma mort, mourir riche et seul, admiré par des étrangers mais aimé par personne. Ou je pouvais enfin faire face, essayer de réparer ce qui pouvait l'être, et peut-être, juste peut-être, finir ma vie avec quelque chose de plus précieux que l'argent. Quoi donc? Une famille. Même si c'est juste être le vieil homme que tu salues poliment au marché. C'est plus que ce que j'ai eu ces 30 dernières années. Tu sais ce qui me met le plus en colère. Dis-moi. Que je commence à t'apprécier. Que je commence à voir l'homme que tu es maintenant, et que ça me fait mal de penser à l'homme que tu étais. Parce que si cet homme-là était resté, si ma mère avait eu ce mari, si j'avais eu ce père, notre vie aurait été tellement différente. Je sais. Et je ne peux pas changer ça. Non, tu ne peux pas. Elle le regarda dans les yeux. Mais tu peux être honnête. Pourquoi es-tu vraiment parti? La peur n'est pas une raison suffisante. Beaucoup de jeunes hommes ont peur et restent quand même. Amadou baissa la tête, affrontant enfin la vérité la plus sombre. Parce que je ne voulais pas devenir mon père. Quoi? Mon père était un homme brisé. Il a travaillé toute sa vie dans les champs, s'est usé le dos, et est mort pauvre à 50 ans. Il aimait ma mère, il nous aimait mes frères et moi, mais je voyais dans ses yeux, le regret. Le regret de ne pas avoir voyagé, de ne pas avoir tenté sa chance ailleurs. D'avoir été piégé par les responsabilités familiales. Amadou se frotta les yeux. Je me suis dit que je ne voulais pas devenir comme lui. Que je ne voulais pas regarder mes enfants en regrettant mes rêves. Alors quand Fatoumata a annoncé sa grossesse, j'ai vu le piège se refermer. J'ai vu ma vie se transformer en celle de mon père. Et j'ai couru. C'est égoïste, dit Aminata froidement. Je ne l'ai compris que bien plus tard. Mon père n'était pas piégé. Il avait fait un choix. Le choix de l'amour plutôt que de l'ambition. Et il est mort pauvre matériellement, mais riche de l'amour de sa famille. Alors que moi, j'ai choisi l'ambition et j'ai passé des décennies riches matériellement mais pauvres de tout ce qui compte vraiment. Moussa intervint doucement. Mais vous avez compris. Certains ne comprennent jamais. Trop tard, dit Amadou amèrement. J'ai compris trop tard. Aminata resta silencieuse longtemps. Puis elle dit, ma mère disait toujours, il n'est jamais trop tard pour faire la bonne chose. Tard, oui. Mais pas trop tard. C'était la première fois qu'elle citait sa mère sans amertume envers lui. 3 mois plus tard, Aminata annonça qu'elle était enceinte. La nouvelle fit le tour du village en quelques heures. Tout le monde était heureux pour le jeune couple. Amadou l'apprit par Mama Sanogo, un petit enfant. Il allait avoir un petit enfant. Mais oserait-il espérer en faire partie de sa vie? Il envoya un cadeau discret, un livre sur la grossesse et un berceau traditionnel fait à la main par le meilleur artisan du village. Le mot qui l'accompagnait disait simplement « Félicitations. Tout mon bonheur pour vous ». Quelques jours plus tard, Aminata vint le voir au centre éducatif. « Merci pour le berceau. Il est magnifique. » « De rien. Je suis très heureux pour toi et Moussa. J'aimerais te demander quelque chose. Tout ce que tu veux. Moussa et moi avons discuté. Nous voudrions que tu sois présent dans la vie de notre enfant. Pas comme un étranger, mais comme un grand-père. » Amadou sentit ses jambes trembler. « Tu es sûr? » « Non, dit-elle honnêtement. Je ne suis sûre de rien te concernant. Mais j'ai réalisé quelque chose. Ma mère m'a donné tellement d'amour qu'elle a compensé ton absence. Et maintenant, je veux que mon enfant ait encore plus. Pas seulement l'amour de ses parents, mais aussi de sa famille élargie. Et que je le veuille ou non, tu fais partie de cette famille. Je ne te décevrai pas. Je te le promets. Tu m'as déjà déçu, dit-elle franchement. Mais les gens peuvent changer. Tu me l'as montré cette dernière année. Alors je te donne une chance. Pas pour effacer le passé, mais pour construire quelque chose de nouveau. Amadou ne put retenir ses larmes. Merci. Merci de me donner cette chance. Ne me fais pas regretter. Au cours des mois de grossesse, Amadou fut présent mais respectueux. Il ne s'imposait pas,
mais répondait toujours présent quand on l'invitait. Il aidait Moussa à préparer la chambre du bébé. Il accompagnait parfois Aminata à ses rendez-vous médicaux quand Moussa ne pouvait pas. Lentement, très lentement, une relation se construisait. Pas père-fille, pas encore, peut-être jamais complètement. Mais quelque chose. Une connexion fragile mais réelle. Un soir, alors qu'Amadou aidait à peindre la chambre du bébé, Aminata lui posa une question inattendue. Tu ressemblais à quoi quand tu étais jeune? Tu as vu la photo? Celle que ta mère gardait. Je veux dire avant. Enfant. Pourquoi cette question? Parce que notre enfant aura tes gènes. Je veux savoir à quoi m'attendre. C'était dit avec un demi-sourire, mais Amadou sentait la vraie question derrière. Elle voulait le connaître, combler les blancs de son histoire familiale. Alors il raconta. Son enfance pauvre mais heureuse. Sa mère qui chantait en cuisinant. Son père qui lui apprenait à grimper aux arbres, d'où la cicatrice. Ses rêves de devenir quelqu'un d'important. Ses peurs, ses espoirs. Aminata écoutait, silencieuse, absorbant ces histoires qui étaient aussi les siennes d'une certaine manière. Ta mère aimait chanter aussi, dit Amadou. Fatoumata. Elle avait une belle voix. Elle chantait des berceuses. Je sais. Elle me chantait les mêmes berceuses jusqu'à ce que je sois trop grande pour les accepter. Peut-être que tu les chanteras à ton enfant. Oui. Pour maintenir la chaîne. Même si elle a été brisée un temps, elle continue. Ce fut un moment de paix rare. Une acceptation tacite que le passé était le passé, mais que l'avenir pouvait être différent. Aminata accoucha par une nuit d'orage, 6 semaines avant le terme. Moussa courut chercher Amadou. Le bébé arrive. Elle est à la clinique. Il y a des complications. Amadou n'hésita pas. Il avait fait équiper la petite clinique locale avec du matériel moderne, anticipant ce moment. Ils coururent sous la pluie battante. À la clinique, les médecins étaient inquiets. Le bébé était en position de siège, et Aminata avait perdu beaucoup de sang. Il fallait peut-être une césarienne d'urgence, mais la clinique n'était pas vraiment équipée pour ça. Il faut l'emmener à l'hôpital de Sikasso, dit le médecin. Mais avec cet orage, les routes sont impraticables. Amadou prit une décision. J'ai un hélicoptère à Bamako. Je passe un appel. Dans sa vie d'homme d'affaires, il avait gardé quelques contacts précieux. En moins d'une heure, malgré l'orage, un hélicoptère médicalisé atterrit près du village. Aminata fut transférée d'urgence à l'hôpital régional. Amadou et Moussa suivirent en voiture sur les routes boueuses, conduisant dans des conditions dangereuses. À l'hôpital, l'attente fut interminable. Les médecins préparèrent la césarienne. Moussa faisait les 100 pas, terrifié. Amadou priait silencieusement, des prières qu'il n'avait pas faites depuis des décennies. S'il te plaît, Dieu, protège-la. Protège le bébé. Ne me prends pas ma fille maintenant que je viens de la retrouver. Enfin, après 3 heures angoissantes, un médecin sortit. C'est une fille. Maman et bébé vont bien. Amadou s'effondra sur une chaise, tremblant. Quand ils furent autorisés à voir Aminata, elle était épuisée mais souriante, tenant un petit paquet emmailloté. Le bébé, minuscule et parfait, dormait paisiblement. Elle est belle, murmura Moussa, embrassant sa femme. Tu veux la tenir? Amadou s'approcha, les mains tremblantes. Aminata plaça délicatement le bébé dans ses bras. C'était la première fois qu'Amadou tenait un bébé de sa propre famille. Il n'avait jamais tenu Aminata bébé. Mais maintenant, il tenait sa petite fille. Le bébé ouvrit les yeux, des yeux sombres et curieux. Elle regarda Amadou sans peur, et un petit sourire, probablement du gaz, se dit-il rationnellement, mais qui s'en souciait, passa sur son visage minuscule. Comment allez-vous l'appeler? Demanda Amadou doucement. Aminata et Moussa échangèrent un regard. Fatoumata, comme ma mère. Amadou leva les yeux, surpris. C'est son nom de famille aussi, non? Elle est ta petite fille. Elle porte ton nom. Les larmes coulèrent librement sur le visage d'Amadou. Il regarda le petit être dans ses bras, Fatoumata, nommé d'après la femme qu'il avait aimée et abandonnée. Je te promets, murmura-t-il au bébé, que je serai là pour toi. Toujours. Je ne ferai pas les mêmes erreurs. Je serai le grand-père que ton autre grand-père aurait voulu que je sois. Aminata, épuisée mais émue, dit doucement. Il lui faudra un grand-père qui raconte des histoires. Qui l'emmène au parc. Qui la gâte un peu trop. Je peux faire ça, dit Amadou, la voix brisée d'émotion. Je ferai tout ça.
Les mois qui suivirent la naissance de Fatoumata furent transformateurs. Amadou passa du temps avec sa petite fille, la berçant, lui chantant les vieilles berceuses dont il se souvenait, la regardant grandir avec émerveillement. Et à travers ce petit être, sa relation avec Aminata se transforma aussi. Un après-midi, alors qu'Amadou berçait Fatoumata pendant qu'Aminata préparait à manger, elle lui dit « Elle a ta cicatrice ». Amadou examina le front du bébé. Effectivement, une petite marque de naissance, exactement au même endroit que leur cicatrice à tous les deux. 3 générations, murmura-t-il. C'est notre marque familiale. Maman aurait dit que c'était un signe. Un signe de quoi? Que malgré tout, nous sommes liés. Que certaines choses transcendent nos erreurs, nos regrets. Que la famille trouve toujours un moyen. Aminata, puis-je te demander quelque chose? Quoi? Peux-tu, un jour, me pardonner? Aminata arrêta ce qu'elle faisait. Elle vint s'asseoir en face de lui, regardant sa fille dans ses bras. Je ne sais pas si je te pardonnerai complètement un jour. Ce que tu as fait à ma mère, à moi, c'était profondément blessant. Mais... Elle marqua une pause. Mais je peux apprendre à vivre avec. Je peux voir que tu essaies sincèrement de te racheter. Et peut-être que c'est suffisant. Juste suffisant? Non, c'est plus que suffisant. C'est rare même. Peu de gens ont le courage de faire ce que tu as fait. Tout abandonner pour une seconde chance. Ce n'était pas du courage. C'était du désespoir. J'étais si seule. Alors peut-être que ta solitude a sauvé notre relation. Parce qu'elle t'a rendu humble, humain. Elle tendit la main et toucha son bras. Tu es mon père. Biologiquement, c'est indéniable. Émotionnellement, c'est compliqué. Mais tu deviens quelque chose d'autre. Un ami, peut-être. Un pilier. Quelqu'un sur qui je peux compter. Et c'est un bon début. Merci, murmura Amadou. Pour cette chance. Pour Fatoumata. Pour ne pas m'avoir chassé complètement de ta vie. Maman disait toujours que tout le monde mérite une seconde chance. Pas toujours, mais quand il le mérite vraiment. Tu as prouvé que tu le mérites. 5 ans passèrent. Le village de Koulala était devenu une petite ville prospère grâce aux investissements d'Amadou et à l'intérêt qu'avait suscité le centre éducatif Fatoumata Coulibaly. Aminata avait eu un deuxième enfant, un garçon nommé Amadou, en l'honneur de son grand-père. Ce geste avait profondément ému le vieil homme. Amadou Traoré, maintenant âgé de 57 ans, passait ses journées entre le centre éducatif et sa famille. Il emmenait la petite Fatoumata à l'école chaque matin. Il lui racontait des histoires le soir. Il était présent à chaque anniversaire, chaque événement scolaire, chaque moment important. Un jour, alors qu'il marchait main dans la main vers le marché, Fatoumata, maintenant âgée de 5 ans, lui posa une question. « Grand-père, pourquoi tu habites ici et pas dans une grande ville comme les autres riches ?» Amadou sourit et s'agenouilla à sa hauteur. « Parce que c'est ici qu'est ma famille. Et la famille est plus importante que l'argent. » « Mais tu étais très riche avant, non? » ?»« Oui, j'avais beaucoup d'argent. Mais j'étais pauvre en amour. » »« Et maintenant ? » ?»« Maintenant, j'ai moins d'argent mais je suis riche en amour. C'est un bien meilleur échange. » La petite Fatoumata réfléchit à cela, puis dit avec la sagesse simple des enfants. « Je t'aime, grand-père. Je t'aime aussi, ma petite. » Ce soir-là, Aminata invita Amadou à dîner comme elle le faisait maintenant régulièrement. Après le repas, alors que les enfants jouaient, elle lui tendit quelque chose. C'était la vieille photo noir et blanc. Fatoumata jeune et Amadou jeune, souriant à l'appareil. « Je veux que tu l'aies, dit-elle. Mais c'était à ta mère. » « Oui. Et maintenant elle est à toi. Maman l'a gardée toutes ces années. Pas par amertume, je pense, mais par espoir. L'espoir que peut-être, un jour, tu reviendrais. Et tu l'as fait. Trop tard pour elle, mais pas trop tard pour nous. » Amadou prit la photo avec des mains tremblantes, la tenant comme le trésor qu'elle était. « Je la mettrai à côté de photos de toi et des enfants. Pour me rappeler d'où je viens et ce que j'ai failli perdre. » Aminata s'assit près de lui. « Tu sais ce qui est drôle. » « Quoi ? » ?»« Pendant des années, j'ai fantasmé sur qui pouvait être mon père. J'imaginais toutes sortes de scénarios. Un homme important qui ne pouvait pas me reconnaître. Un amour impossible. Un tragique malentendu. Et la réalité ? La réalité était bien plus banale. Un jeune homme qui a eu peur et qui a fui. Mais la rédemption,
La rédemption n'était pas banale du tout. Comment appellerais-tu notre histoire? Une histoire de seconde chance. Pas une fin heureuse parfaite comme dans les contes, parce que maman n'est pas là pour la voir. Mais quelque chose de réel. Une blessure qui a cicatrisé, comme cette marque sur nos fronts. Toujours visible, mais qui ne fait plus mal. J'aurais tellement voulu que Fatoumata soit là. Moi aussi. Mais je pense qu'elle sait. D'une manière ou d'une autre, elle sait que tu es revenu. Que tu esas. Et je pense qu'elle serait heureuse. Cette nuit-là, de retour dans sa petite maison, Amadou plaça la vieille photo sur sa table de chevet. À côté, il y avait des photos récentes, Aminata et ses enfants, lui-même tenant la petite Fatoumata, toute la famille réunie lors du dernier anniversaire. Il regarda la vieille photo et murmura. Fatoumata, je suis désolé de ne pas avoir été là. Désolé de t'avoir laissé seule. Mais je te promets que je serai là pour notre fille, pour nos petits-enfants. Je rattraperai le temps perdu autant que possible. Repose en paix, sachant que ta fille est heureuse, que notre famille grandit, et que ton nom vivra. À travers ce centre et à travers notre petite fille. Le lendemain matin, comme chaque matin, Amadou alla chercher Fatoumata pour l'emmener à l'école. La petite fille courut vers lui, criant grand-père, avec joie. Il la souleva dans ses bras, toucha doucement la petite marque sur son front, leur cicatrice familiale, et sourit. Il était arrivé trop tard pour être le père qu'Aminata méritait. Trop tard pour soutenir Fatoumata mère dans ses épreuves. Mais il était là maintenant, à temps pour être le grand-père dont ses petits-enfants avaient besoin. Ce n'était pas la rédemption complète. Certaines choses ne peuvent jamais être complètement réparées. Mais c'était quelque chose. C'était suffisant. C'était l'amour. Et après tant d'années dans le désert émotionnel de sa richesse solitaire, Amadou Traoré avait enfin trouvé ce qui comptait vraiment. La cicatrice du destin, une histoire sur le regret, le temps perdu, et la possibilité de rédemption même quand il semble trop tard. Certaines erreurs ne peuvent jamais être complètement effacées, mais avec sincérité et persévérance, il est possible de construire quelque chose de nouveau sur les ruines du passé.